Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Moi ça va, j'ai reçu 2 nouvelles boîtes, de la gamme Tiny Epic. Du coup, à l'occasion, j'ai eu envie de faire une petite vidéo pour, faire une petite, comparaison, un petit classement des 4 boîtes que j'ai déjà, avec une petite mise en place de chacun des jeux, 2-3 un petit peu de blabla, tout ça sur chacun des jeux. Puis en fin de vidéo, on fera un déboîtage de ces 2 nouvelles boîtes de Tiny Epic que j'ai reçues. Allez, on se retrouve tout de suite après le jingle. Eh ben allez, c'est parti pour cette petite review des 4 jeux de la gamme Tiny Epic que j'ai en ma possession. Je vais commencer par celui que j'apprécie le moins, comme vous l'aurez deviné, il s'agit de Tiny Epic Mex. Et j'ai fait un setup, une mise en place, prêt à jouer. Comme vous voyez, on a beaucoup d'informations, beaucoup de cartes, beaucoup de tuiles. C'est un jeu qui prend pas mal de place, hein. C'est un Tiny Epic, quoi. Beaucoup de matériel, un grand jeu dans une petite boîte, hein, c'est le concept. Alors, qu'est-ce que c'est que... Bah déjà, le pitch de départ de Tiny Epic Mex, hein, c'est quoi? Ben en fait, le jeu se place en 3030. La technologie a offert à l'humanité un nouveau type de divertissement. Une fois tous les 5 ans, on a des centaines de millions de téléspectateurs qui se passionnent pour les spectacles de MECS. M-E-C-C-H-S. C'est l'acronyme de Mechanized Entertainment Combat Heroes. MECS, voilà. Qu'est-ce que c'est, MECS? Donc, c'est un spectacle télévisé qui voit s'affronter des personnages dans une arène. Ici, vous voyez, on a même l'illustration des présentateurs du spectacle. Et là, on a l'arène qui est représentée par ces tuiles, hein. Voilà, ça constitue l'arène. Tout autour, on a les plateaux, la zone des adversaires, là, les plateaux de personnages, les decks, le matériel des adversaires. Ici, en bas, ça, c'est notre zone joueur, avec tout notre matériel, notre deck, nos plateaux personnages, tout ça. Qu'est-ce que l'on a ici? On a des petites armes, le petit matériel qui fait plaisir. C'est des petites armes en plastique que l'on va venir enficher, comme vous voyez, sur les meeples. Voilà, voilà. Alors, pourquoi ce jeu, il est tout en bas de mon classement des Tiny Epic que j'ai? Je parle en solo, hein. J'ai jamais joué en multi à ce jeu. C'est que, contrairement à ce que laisserait penser le matériel et le thème, on n'est pas du tout sur un jeu nerveux, un jeu d'action, vous voyez, un peu Ameritrash. C'est tout le contraire, en fait, on est sur un jeu de programmation. C'est-à-dire, on a un petit deck de cartes d'action, de programmation. Vous voyez, là, on a une carte qui va nous indiquer d'aller dans ce sens, qui va nous permettre de collecter. Vous voyez, après, on va tirer plusieurs cartes comme ça, qu'on va mettre les unes après les autres. Et une fois qu'on a fini notre programmation, on va devoir dérouler les actions dans l'ordre qu'on les a programmées. Voilà, voilà. C'est une mécanique que je ne connaissais pas, donc j'avais acheté le jeu déjà d'une parce que je collectionne, quand je peux trouver des boîtes pas chères de Tiny Epic, je les prends pour la collection. Et puis comme c'est une mécanique que je ne connaissais pas, que le thème me plaisait beaucoup, que le matériel avait l'air joli, je me suis dit, écoute, c'est peut-être la bonne occasion de découvrir la mécanique de programmation dans un jeu de société. Et ça marche pas du tout pour moi, quoi. Vraiment, c'est typiquement le genre de jeu où j'ai l'impression d'être au travail, quoi. Alors, je sais pas si c'est parce que je me fais vieux, que mon cerveau est fatigué et que j'ai plus trop de neurones, mais effectivement, c'est le décalage entre le thème, vraiment, le thème d'action, où on imagine un jeu vraiment un jeu nerveux, tout ça.
Et puis la mécanique de programmation qui fait que j'arrive pas à accrocher. Mais je désespère pas qu'un jour je m'y mette vraiment et puis que je finisse peut-être par apprécier ce jeu. Parce que comme vous voyez, on a quand même un sacré matériel. Hein. On a, donc je vous disais, on a l'arène au milieu. Ici, on a la zone du joueur orange, de l'adversaire orange. De l'autre côté, j'ai mis la zone de l'adversaire bleu, parce qu'effectivement, en mode solo, on joue contre 2 adversaires. Et tout en bas, donc je disais, ma zone à moi, avec mon personnage. Vous voyez, là par exemple, on a Diamond, avec une belle illustration. Pareil, hein, les illustrations, on s'attend plus à un jeu, voilà, ça concourt vraiment à l'attente d'un jeu d'action, nerveux, tout ça. On est dans un truc très bande dessinée et tout. Puis en fait, pas du tout, on est vraiment donc sur un jeu, un casse-tête, quoi, un jeu de réflexion. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur la... Ouais, vous voyez, par exemple, là, donc on a les bases d'où partent les adversaires. L'adversaire bleu, il part là. L'adversaire orange, il est là. Moi, je pars tout en haut sur ma base. Moi, je vais partir au début, en fait, tout nu. J'ai juste une petite arme de base. Et puis, mon personnage est tout nu. Tandis que les adversaires, eux, ils partent déjà équipés d'une armure. On a le meeple qui est dedans. Et puis en plus, avec 2 armes. Vous voyez. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour présenter le matériel? Voilà, tout est là. Hein. Là, c'est le setup complet pour démarrer une partie. Là, c'est prêt à jouer en mode solo, hein, comme vous voyez. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. C'est un jeu que j'avais acquis en promo, comme souvent. J'avais dû l'acheter 8 €, un truc comme ça. Donc, je regrette pas parce que peut-être qu'un jour j'y jouerai vraiment et que je finirai par l'apprécier. Et puis, voilà. Puis, pour la collection des Tiny Epic, c'est cool, quoi. Niveau matériel, comme vous pouvez voir, hein, comme toujours dans cette gamme, c'est vraiment... là, on n'est pas volé, quoi. Donc voici pour le jeu de la gamme Tiny Epic que j'aime le moins. Allez, on va passer au suivant alors que je suis en train de m'étouffer. Alors, en 3e position, vous l'aurez deviné, on a Tiny Epic Galaxy, dont j'ai fait aussi une petite mise en place, là aussi. Alors, comme vous pouvez voir, hein, déjà, par rapport à Tiny Epic Mex, clairement, le jeu prend beaucoup moins de place et beaucoup plus rapide à mettre en place. Il n'y a pas photo, on a un plateau pour le joueur, pour nous, et le plateau de l'automa. Là, on a un petit plateau qui sert à, si on veut transformer, poser nos dés d'action, hein, voilà, les actions que l'on va faire avec les dés que l'on va tirer. Là, on va pouvoir poser 2 dés de son choix pour obtenir un dé sur la face de son choix. Voilà. En gros, c'est le but du jeu. Hein. Je vais pas réexpliquer les règles. Le jeu est connu. Je pense que Tiny Epic Galaxy, c'est le jeu préféré de la gamme en général. Et puis le jeu de la gamme le plus connu, je pense. Un des plus anciens aussi d'ailleurs, je crois. Le but du jeu, c'est une course. Hein. Le premier qui arrive à 21 points, il a remporté la partie. Comment on gagne des points? C'est simple, on va devoir remporter des planètes qui ont chacun un nombre de points différents. Là, on a du 1 point, 2 points, puis il existe aussi des planètes à 5 points. Est-ce qu'on en a du 5 points? On a du 3 points. On a du 7 points, vous voyez. La différence entre une planète qui a un seul point, qui rapporte qu'1 point, et une planète qui a 7 points, c'est que la piste pour la conquérir est beaucoup plus courte sur celle qui rapporte 1 point que sur celle qui rapporte 7 points. C'est logique. Hein. Voilà, tout à fait. Tac. En gros, on fait ça, si tu veux, tu vas essayer de coloniser tes planètes. Pour cela, tu vas avoir des lancers de dés qui ont chacun un peu une action qui est représentée. Avec ces actions, tu vas pouvoir lancer des fusées pour les lancer soit en orbite pour effectuer immédiatement l'action, et après, ta fusée revient ici, soit pour lancer une colonisation. À ce moment-là, tu mets ta fusée ici,
Et après, il va falloir que tu obtiennes le bon symbole qui est indiqué ici pour progresser sur la piste. Quand tu arrives au bout de la piste, tu gagnes la carte, les points qui vont avec, en l'occurrence ici 2 points, et l'effet que tu vas pouvoir jouer une fois que tu auras gagné la planète. Par exemple ici, défausser une planète inoccupée du centre et remplacer-la par une nouvelle. Voilà. Évidemment, les effets sur les planètes qui rapportent plus de points, je crois, sont forcément plus intéressants. Placer un dé non activé sur la face de votre choix. Effectivement, là, c'est un effet qui est très intéressant. Voilà, alors pourquoi moi je l'ai mis en 3e position seulement euh, pour diverses raisons. C'est un des premiers jeux que j'ai acheté. C'est un des premiers jeux que j'ai acheté lorsque je me suis mis aux jeux de société. Et moi, je suis un fanat d'espace et de science-fiction. Et c'est vrai que j'étais un peu déçu finalement, ne connaissant pas trop finalement les jeux de société. Je m'attendais à un truc avec plus de narration, ou je sais pas quoi. Je m'étais pas plus renseigné que ça. Moi, j'avais vu un truc d'espace avec colonisation et tout. Je m'imaginais, voilà, une aventure de science-fiction, un truc de fou. Bon, en fait, c'est un jeu purement mécanique, hein, qui marche bien, qui un peu chauffe neurones aussi. Mais il y a pour moi un autre petit défaut, en solo, hein, évidemment, c'est la gestion de l'automa. Il y a des tout petits points, des tout petits détails de règles qui sont pas forcément bien explicites dans les règles. Même quand on va sur les forums, tout ça, on entend différents sons de cloche. Et voilà, moi j'y ai joué un petit peu quand même quand j'ai eu le jeu, hein, heureusement. J'ai fait quoi? J'ai dû faire une vingtaine de parties, un truc comme ça. J'ai refait une partie l'année dernière, je crois, au début de ma chaîne, sur ma chaîne YouTube. Et j'y ai pas rejoué depuis parce que bon, je fais une partie, en fait, ça va quoi. Je suis pas forcément envie de le ressortir plus vite. Et en même temps, bah, vous voyez, là j'ai fait l'installation, j'aurais presque envie de me faire une petite partie quand même maintenant. Donc voilà, bah, je pense que je referai quelques parties dans l'année à mon avis, hein, mais voilà, c'est pas mon Tiny Epic préféré pour les raisons que j'ai citées, hein. L'automa qui est l'automa qui est pas forcément toujours très clair dans sa gestion, et puis voilà, le côté mécanique, hein. Voilà, c'est un jeu c'est une course, c'est un gameplay mécanique, quoi, voilà. Mais le jeu est bien fait, là-dessus il n'y a pas de souci, le matériel est sympa, on a des cartes joliment illustrées, vous voyez, avec les planètes, tout ça. Ouais, c'est sympa, c'est vrai que, toujours dans la gamme, hein, encore une fois, le matériel édition est impeccable, avec le beau petit dessin sous le couvercle qui fait office de piste 2D. On a différents, on a quatre, en tout on a 4 automas, hein. On a celui-ci plus 3 autres. En fait, les automas, c'est quoi? C'est les plateaux joueurs. Et là, c'est derrière, c'est la face automa pour jouer en solo, quoi. Alors, j'ai jamais pu jouer. Si, je dis des bêtises. J'ai joué quelques fois en multi, et le jeu, je le trouve beaucoup plus sympa en multi qu'en solo, très clairement. En multi, pour le coup, il n'y a pas cette gestion d'automa qui est un peu laborieuse. Par contre, ce qu'on peut faire en multi, c'est excellent. On peut le faire aussi en solo, mais le fait de pouvoir copier les actions de l'adversaire. Alors, quand on est en solo contre un automa, c'est sympa, mais ça prend beaucoup plus d'importance, et voilà, c'est beaucoup plus jouissif quand tu joues contre un adversaire humain, quoi, de pouvoir copier les actions de l'adversaire. On a en multi, on a un truc en plus qu'on n'a pas en solo, c'est des petites cartes de mission secrètes. Vous voyez, c'est des objectifs, hein, que tu dois réaliser pendant la partie, que tu révèles en fin de partie, qui te rapportent, vous voyez, par exemple, gagner 2 points si tous vos vaisseaux sont sur votre plateau galaxie à la fin du jeu. Vous voyez. Donc voilà quoi. Je vais passer maintenant au jeu numéro 2 de mon mini classement des jeux Tiny Epic que je possède. Allez, on passe à la suite. Ensuite, à la 2e position de mes Tiny Epic préférés que j'ai, on retrouve, vous l'aurez deviné,
Tiny Epic Zombie, voici une installation. Alors là, tout de suite, ça change de Tiny Epic Galaxy. On se retrouve à nouveau comme dans Tiny Epic Games, avec une grosse zone de jeu, hein, un tout petit jeu, hein, qui tient dans une petite boîte, mais qui occupe une grosse place sur la table. Alors celui-ci, c'est le dernier que j'ai acheté, à part les deux que j'ai pas encore déballés, qu'on va déballer en fin de vidéo. C'est le dernier que j'ai acheté et ouais, je l'adore. Franchement, c'est une tuerie. Alors, personnellement, moi, je trouve que c'est une tuerie. C'est un jeu, je pourrais qualifier de très généreux, vraiment généreux. Pourquoi? Parce qu'il y a une foule de matériel, il y a une foule aussi de modes de jeu. Hein, il faut savoir qu'on peut jouer en solo, évidemment, et en multijoueur, on a plusieurs modes de jeu. C'est un truc de malade. On a, où c'est que c'est marqué? Hop, 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 hop. On a le coopératif avec une petite coquille là. Ah non, c'est coopératif pur, 2 à 4 joueurs. Quelques ajustements sont nécessaires pour jouer en coopératif sans joueurs zombies. Les actions des zombies sont définies par une IA. Hein, c'est le mode solo, mais à plusieurs, quoi, en fait. Hein. Parce qu'en solo, en fait, on va jouer avec on joue à deux cartes, hein, on joue à 2 joueurs. 2 personnages en joue. Voilà, donc finalement, on peut très bien jouer à plusieurs avec 3 personnages chacun, avec un personnage chacun, quoi. Voilà. Ensuite, on a le mode coopératif versus zombie. C'est un mode de 3 à 5 joueurs. Là, pour le coup, c'est les humains, ils sont en compétition les uns contre les autres. Et pour être les premiers à réussir les 3 objectifs. Mais ils doivent également faire face aux joueurs zombies qui se fera un plaisir de lacérer les alliances qui pourraient se tisser. Ouais, c'est pas mal ça. Tu imagines en fait, en gros, t'as 3 joueurs, qui jouent chacun un personnage, et le 4e joueur, lui, il joue le zombie, puis il va essayer d'emmerder tout le monde, quoi. Donc comme c'est du compétitif en plus, hein, les trois joueurs, ils vont jouer, peut-être ils vont coopérer quand ça les arrange, mais aussi ils vont essayer de se faire des coups fourrés parce que ils doivent être les premiers à réussir les 3 objectifs, quoi, tu vois. Donc il y a à la fois la compétition entre joueurs et en plus avec le 4e joueur qui lui il coopérera jamais. Évidemment, son but c'est de faire chier tout le monde parce que lui il va envoyer des zombies de partout, quoi. Et on a encore un autre jeu, c'est le compétitif pur de 2 à 4 joueurs. En fait, là pour le coup, c'est du compétitif sans joueurs zombies. Hein. C'est les humains sont en compétition, mais le zombie, alors j'imagine, est-ce que c'est... Ah non, il n'y a pas de zombies là? Tiens. Alors là, je pense que les zombies, du coup, ouais, changement pour les zombies, ça doit être l'IA, non? Les actions des zombies sont le même que dans le mode coopératif, une exception près, ok. Bon. Bref, de toute façon, je vais sûrement jamais y jouer, mais voilà, moi j'y joue en solo et peut-être à 2 avec ma fille. Ça pourrait être pas mal. Bref, Tiny Epic Zombie, comme je vous le disais, c'est un jeu ultra généreux, déjà rien que par ses modes de jeu, comme on vient de le voir, par son matériel. On a même ces gros meeples en bois, là. On a, en nombre de personnages, on en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 14 personnages avec chacun leurs effets, hein, leurs capacités, leurs compétences, quoi. Donc c'est une sacrée rejouabilité. Ça fait plein de configurations à l'infini, quoi. Pour des parties vraiment renouvelées tout le temps, parce qu'en plus d'avoir d'avoir le choix de 14 personnages avec chacun leurs compétences spécifiques, on a en plus des missions à réaliser. Ça, c'est excellent. Là, on en a 3, vous voyez. Là, c'est une configuration en mode solo. Hein. Donc, j'ai 3 objectifs. C'est des missions. Et des missions, on en a 3. On en a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, en gros, ces missions, c'est du pick-up and delivery, mais plutôt, comment dire, pas du tout redondantes, c'est pas du tout les mêmes, juste avec le thème qui change. Hein. Elles sont vraiment chacune, c'est du pick-up and delivery, mais différent en fait, si vous voulez. Hein. On a une mission par exemple, escorter l'armée.
Là, ça va être du pick-up and delivery en quelque sorte, puisqu'on va avoir notre armée qui va débarquer. On va devoir la diriger pour qu'elle rejoigne le patio. Voilà, par exemple. Je sais pas, là, on a l'hélicoptère, où c'est que c'est, on a un hélicoptère qu'on va essayer de réparer. Donc, on va aller chercher une roue ici, qu'on va devoir ramener au patio. Ensuite, la roue, elle va aller se mettre ailleurs, on va devoir la ramener, etc. Là, on a un truc aussi, on doit trouver un remède. Là, on a carrément une piste de progression. Hop, regardez, là, trouver les remèdes, là, vous voyez, on doit trouver des combinaisons, les jetons. On a 8 jetons différents qui sont répartis dans toute la zone de jeu. Hein. On en a un là, sur chaque carte. Et puis, on doit les rapporter dans un certain ordre pour compléter la piste. Et voilà, à ce moment-là, c'est quand on arrive au bout, on a gagné cet objectif, cette mission. Ici, on a secourir les égarés. Bon, là, c'est clairement du pick-up and delivery. On a des égarés qu'on doit ramener. Et donc, on a tout ça encore en plus de missions. Vous voyez, on a les missions qui peuvent être jouées donc en mode coopératif et sur l'autre face, c'est en mode compétitif. Ensuite, donc déjà rien que ça rend le jeu super intéressant parce qu'objectivement, contrairement aux missions en quelque sorte de Tiny Epic Galaxy où il faut bêtement, je sais pas, avoir tous ces vaisseaux, comme je disais, d'avoir tous ces vaisseaux sur le plateau joueur au moment de la fin, ouais, c'est pas très passionnant. Là, c'est objectivement un côté un peu plus, comment dire, un peu plus dans le thème, quoi, vraiment, aller secourir des trucs, trouver les sorties, trouver les codes de la radio, donc on va fouiller de partout et tout, franchement, c'est génial, quoi. Et non seulement, donc, on a beaucoup de personnages joueurs, on a beaucoup de missions, en plus, à faire, et on a également, donc, je disais, les plateaux joueurs, on a tout ça, on en a 14, mais quand on les retourne, on a la version zombie, vous voyez, par exemple, là, on a l'adolescente, donc elle est cool, là, en mode japonaise un peu là. Et puis derrière, elle se transforme, là on a un zombie, quoi, tu vois. Et par exemple, quand on va... Alors oui, quand on joue en mode solo, on peut choisir son mode de difficulté. On peut choisir d'avoir 3 meeples. Alors 3 meeples, ça va être un meeple par personnage, hein, on est d'accord. À savoir que quand un personnage meurt, alors il dégage, si tu veux, mettons lui, il est foutu, il s'est fait dévorer par les zombies. Lui, et ben à ce moment-là, on va retourner sa carte. Et ça va devenir donc un zombie qui va se rajouter au zombie déjà qui est placé en début de jeu. Vous voyez, on a le zombie qui vient de faire chier, quoi. Et donc ça complexifie encore le jeu. Mais à ce moment-là, vous me direz, il me reste encore un personnage, donc je peux continuer à jouer. Mais comme j'avais choisi le mode facile, j'avais choisi 3 meeples, en réalité, il me reste 2 personnages. Pour cela, je vais pouvoir choisir, soit prendre au sort un nouveau personnage, et voilà. Alors, comme je vous disais, l'objectif de ce truc, l'objectif de ce jeu bien sympatoche, c'est de réaliser les 3 actions que l'on a tirées, au choix ou au hasard. Et en même temps, on va devoir gérer une arrivée continue à chaque tour. Des zombies vont arriver, hein, c'est bien dans le thème du zombie, quoi, tu vois, du truc du zombie. Les zombies qui arrivent tout le temps, qui vont progresser, qui vont avancer, qui vont pouvoir te blesser. Et quand un zombie arrive dans le patio, ici, vous voyez, on a une piste avec un petit pion qui représente une barricade. Là, ce petit pion qui représente une barricade, quand il arrive à 0, qu'est-ce qui se passe? La partie est finie. Ou j'ai un petit doute, d'ailleurs. Soit la partie est finie, soit on perd un personnage. Mais je crois que la partie est... Ah, j'ai un petit doute, je suis pas sûr. Il me semble que quand l'arrive à 0, on perd un personnage. Donc, j'ai un petit doute, c'est un truc de fou, ça. Bref. Bon, désolé pour cette petite imprécision. Je pense que de toute façon je vais faire une vidéo, une partie vidéo avec là je serai forcément obligé d'être beaucoup plus précis sur les règles, mais bon voilà, vous avez un peu l'idée
l'idée du concept. Donc on doit juguler l'envahissement de... Parce que oui, en fait, je l'ai pas dit, évidemment, la zone de jeu, ça représente un centre commercial avec toutes ces boutiques et tout, et le mall principal qui sert de refuge. Hein. Voilà. Donc le but du jeu, c'est de réaliser toutes les missions que l'on doit faire, avec différents trucs, objectifs et tout à faire, tout en maintenant, en jugulant l'invasion des zombies pour pas qu'ils viennent casser notre barricade et envahir notre refuge qui est le patio central. Donc voilà, également, encore une fois, niveau édition, on a encore, comme dans Tiny Epic Mex, on a ces petites armes que l'on peut venir enficher dans le hip-hop. Donc c'est bien ou pas. Enfin, ouais, c'est rigolo quoi. Après, peut-être que c'est un peu chiant si on doit sans arrêt. Ça, on peut être amené à changer pas mal souvent d'armes hein, dans ce jeu, donc ça peut être un peu pénible à force de toujours. Voilà, surtout que c'est des petits objets, donc si on a des grosses mains comme moi, un peu pataudes, et ben voilà, ça finit souvent par terre. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire encore sur ce jeu? Ouais, c'est vraiment la générosité et plein de choses à faire. C'est ça qui est super ludique. Vous voyez sur le plateau, alors la mise en place est longue parce que suivant les missions que l'on a, on va placer des jetons différents sur le plateau, un peu partout. Des jetons qui vont être liés aux missions que l'on a fait. Ça peut être des caisses de provisions. Vous voyez, par exemple, si je suis là, je peux retourner. Voilà, j'ai une provision. Je peux aller choper un équipement. Voilà, on a de l'équipement, enfin des objets, des armes. Voilà, on a plein de choses. Et voilà quoi, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Non, vraiment, ce jeu, il est excellent, je l'adore. Alors j'ai l'impression que c'est pas forcément le mieux classé en général dans les Tiny Epic, mais pour moi, c'est pas il est pas premier, mais il est quasiment ex aequo avec le premier que vous allez découvrir dans un instant, quoi. C'est un jeu, une rejouabilité folle avec des configurations de parties infinies quasiment. Pour vraiment, voilà. Puis le système de mission, pour une fois, c'est pas un truc bête, histoire de dire, quoi. C'est vraiment, elles sont intéressantes, quoi, vraiment à faire. Moi, j'aime bien, quoi. Il y a cette notion de, comme dans un dungeon crawler, hein, t'as la notion d'exploration, de loot, t'as la notion de mouvement, quoi. Tout ça, c'est super intéressant. Le thème est super bien, enfin, plutôt le gameplay colle super bien avec le thème. Alors, il y a juste quelques petits trucs, quelques petits défauts que je pourrais citer quand même, mais qui n'entachent pas forcément le plaisir de jeu. C'est au niveau d'un point de vue thématique. On peut, par exemple, si t'es là, tu peux tirer ici, alors que t'as des murs qui sont plus ou moins illustrés. Pareil ici, tu peux tirer directement ici. Tu peux ici traverser pour te venir ici. Alors qu'objectivement, là, bon, là, t'as un passage dans le mur, mais ici, tu peux faire ça aussi. Alors que t'as pas de passage dans le mur. Voilà, c'est des petites incohérences, mais c'est plus lié, effectivement, voilà, à la façon dont est fait le jeu, le matériel, pour que ça tourne, euh, pour que les sorties soient toujours à l'extérieur. Ben, on se retrouve avec des cartes qu'on doit placer à l'envers. En fait, ils ont été obligés de faire ça parce que d'un point de vue géométrique, si le pouvoir filer une fois de jouabilité, du jeu, c'est que peut également configurer complètement différemment à chaque partie les pièces, les magasins. Et donc forcément, comme défaut, comme on a cette forme géométrique avec ces sorties, ces machins, on se retrouve à devoir avoir des cartes qui sont placées à l'envers parce que il est impératif que les sorties des magasins soient placées à l'extérieur. Voilà. Pareil, niveau pièces, on en a donc 8. On a 8 cartes de magasins. Mais en plus, elles sont réversibles. Donc avec d'autres magasins à la face, ça fait 10 et ça fait 16 magasins. Donc encore
une rejouabilité, une configuration entre ça, entre les missions, les 14 personnages qui peuvent être zombies aussi, les loots, les machins, les objets, parce que pareil, les objets, tu configures ton deck, mais tu utilises pas tout forcément. Donc, il y a une rejouabilité, un niveau configuration, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, donc pour moi, c'est un gros coup de cœur. J'aime beaucoup ce jeu, même si à la base le thème des zombies, c'est pas mon truc préféré. Même voilà. Après, j'aime bien regarder des parties de Zombicide, mais c'est des jeux qui sont chers, qui sont malheureusement pas dans ma portée financièrement. Donc c'est un petit substitut. Je me dis que c'est un petit peu mon petit Zombicide, quoi. Voilà. Même si c'est un petit peu différent, mais pas tant que ça en soi. Donc voilà, ben, j'en ai fait pas mal là sur Tiny Epic Zombie. Ben, on va passer maintenant ben, du coup à mon jeu préféré sur les 4 Tiny Epic que j'ai. Allez, on y va tout de suite. Et maintenant, voici mon jeu préféré parmi les 4 Tiny Epic que j'ai en ma possession. Alors, est-ce que vous aurez deviné? Là, on a l'illustration de la boîte, derrière, au fond de la boîte. Une très jolie illustration. Il s'agit bien entendu de Tiny Epic Dungeon. Voilà, voilà. Alors, j'ai fait une sorte de mise en place, présentation du matériel plutôt, parce qu'évidemment le donjon va s'étendre sur une grille de 7 salles par 7 salles. Alors évidemment, il faut beaucoup plus de place. Moi là, j'ai fait une petite préparation, surtout pour vous expliquer un peu les différences de la mise en place quand on joue avec l'extension Stories. L'extension Stories est une petite extension qui apporte pas mal de choses au jeu de base. On a déjà des quêtes à faire. On en a une petite, on en a 8. On a 8 quêtes. Vous voyez, par exemple, moi j'ai choisi celle-là. J'ai choisi la quête Secourir les aventuriers. Vous voyez, en ville, de sombres créatures ont capturé un groupe d'aventuriers très respectés. Libérez-les de leur prison et aidez-les à sortir indemnes du donjon. Alors en fait, on a une petite différence de mise en place. Parce que quand on constitue son deck, on fait déjà 3 tas, et dans le deuxième tas, la page B, on va rajouter une salle spécifique à l'extension Stories. Et une fois qu'on va avoir trouvé cette salle, celle-ci là, et ben qu'est-ce qui se passe? On va devoir escorter les prisonniers à la fin de votre tour avant de déplacer la torche. Vous pouvez déplacer les prisonniers d'au maximum 2 salles vers vous en suivant un chemin. Les prisonniers ne peuvent pas entrer dans une salle contenant des ennemis, ni se déplacer si un ennemi est dans leur salle. Les ennemis ignorent les prisonniers lorsqu'ils se déplacent. Et en fait, le succès, ben, c'est quoi? C'est de les ramener jusqu'à la salle de sortie, entrée-sortie du donjon, qui est ici. Voilà. La différence aussi, c'est que là, j'ai fait une mise en place au niveau de la construction du deck, en mettant une mise en place de super donjon. Comment qu'ils appellent ça déjà? Le donjon épique. Vous voyez, le donjon épique, c'est un donjon sur 3 niveaux. Et en fait, dans le premier niveau, il n'y a pas de boss. Par contre, il y a 3 sbires. Vous voyez? Donc, on n'est pas obligé de battre les 3 sbires pour sortir du niveau. Par contre, voilà, on est obligé de réussir l'objectif, hein, la mission. Vous voyez, là, c'est à la fin du paquet de salles, on a cette salle qui permet de descendre au donjon numéro 2. À ce moment-là, on refait une mise en place différente pour le donjon numéro 2. Donc voilà, ben moi, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il y a énormément de matériel. Les mécaniques sont très intéressantes. Avec ce système de dés, vous savez, on a des scores à atteindre avec les dés, mais on peut mitiger avec les plus 1 ou les plus 2, vous voyez, pour ajouter un dé. On a aussi une riposte. Si on tue pas l'ennemi, si notre ennemi ne meurt pas lors d'une attaque,
et ben il a une riposte. Ça peut être des points d'attaque, ça peut être la torche qui descend, le timer qui descend d'une case. Ça peut aussi être, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, là sur cette face, et ben l'ennemi, il ignore notre bouclier. Avec l'ensemble du matériel, avec l'extension et le jeu de base, ça nous donne une tétraflopée de personnages jouables. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et les deux, ça fait 16. On a 16 personnages jouables qui sont vraiment, qui apportent une très très belle rejouabilité au jeu. On a également pas mal de boss. Avec l'extension, ça nous en donne, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous voyez. En fait, dans le mode donjon épique à 3 niveaux, je crois qu'au 3e niveau, on ne doit pas battre un seul boss, mais on doit en battre 2 carrément. Ouais, c'est pas mal, hein. Quoi dire d'autre? Dans le jeu vient évidemment avec chaque personnage, on a une jolie petite figurine. Voilà, bon, ça c'est assez basique, mais pour le prix du jeu, franchement, c'est très correct. Vous voyez. L'extension, je me souviens plus combien elle me coûtait. Elle avait dû coûter peut-être 15 €, un truc comme ça. Plus le jeu de base, on est à une quarantaine d'euros, je dirais à peu près, avec le jeu de base. Donc, on a vraiment beaucoup de matériel. Une partie, c'est assez long. Même en jeu de base, on est sur, je sais pas, 1 heure et demie. Alors, en mode donjon épique avec 3 donjons, 3 niveaux de donjon, là on est parti pour une après-midi, hein, franchement, enfin si on survit assez longtemps, évidemment. C'est un jeu qui est plutôt dur, mais ce qui est agréable, c'est qu'on peut, donc évidemment les attaques, tout ça, c'est tout avec des lancers de dés, mais avec la possibilité de mitiger les dés suivant les faces, plus les innombrables capacités spécifiques au chaque héros, plus tous les objets qui peuvent s'équiper, qui apportent également des compétences et qui rajoutent ou qui peuvent rajouter des points d'attaque, des points de déplacement, des points de défense, tout ça. On a également, vous voyez, pour les magiciens, on a tout ça en sort. Voilà, ça c'est tout du loot, hein. Je pense que tous ceux qui regardent la vidéo connaissent le jeu de base, hein. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment mon jeu préféré de la gamme des Tiny Epic que je vous ai présenté. Et je pense vraiment, sans me tromper, dire que c'est mon jeu préféré de toute ma ludothèque. Voilà, j'ai jamais réussi à finir un donjon épique. C'est super long et c'est vraiment très dur. Et mais j'en ai fait par contre, je sais pas, j'ai fait peut-être une trentaine de parties en tout. Voilà, donc je pense qu'une partie filmée viendra bientôt, si je trouve le temps. Voilà, et puis c'est ainsi que se termine mon petit top de mes Tiny Epic préférés, hein. Donc on a Tiny Epic Mech que je mets en dernier. On a ensuite Tiny Epic Galaxy que je mets en avant-dernier et en 3e. Parce que le mode solo, je préfère en multi qu'en solo, hein. C'est un classement solo, là, vraiment. Là. En 2e, le Tiny Epic Zombie, que j'aime beaucoup aussi, qui apporte beaucoup de variété, de rejouabilité. Et puis le Tiny Epic Dungeon, au top. Première place, il y a incontesté, quoi. Voilà, maintenant on va ouvrir les 2 boîtes de Tiny Epic que j'ai reçues. Maintenant, il y a un sacré bout de temps. On va les ouvrir ensemble, je crois qu'elles sont encore sous blister, donc on se retrouve tout de suite. Je vais vider la table et prendre les jeux. On va déballer le premier des 2 jeux Tiny Epic que j'ai reçus, et le premier c'est Tiny Epic Vikings, avec une très belle promo sur Philibert. Alors Tiny Epic Galaxy, Vikings, pardon, c'est un jeu c'est un des jeux de la gamme que j'avais envie d'avoir. C'est un système de jeu que j'ai pas forcément d'ailleurs, donc voilà, on va le dépuncher tout ça, déballer, hop, voilà, ça fait plaisir, un jeu tout neuf. Tiny Epic Vikings, malheureusement j'ai pas encore l'extension. Dans Tiny Epic Vikings, vous prenez la tête d'un clan de vikings et au travers de 3 ères,
nourrissez l'espoir d'asseoir votre autorité sur les terres glacées. Les cartes vikings représentent les jarls successifs de votre clan. Jouez-les en choisissant les meilleurs bâtisseurs, récolteurs, explorateurs et guerriers. Partez à la conquête des îles en les pillant avec vos colons. Construisez des dracars et des temples pour gagner en influence et combattez pour obtenir la faveur des dieux. Qu'est-ce qui définit un jeu Tiny Epic? Facile d'accès, alors là, c'est pas forcément vrai, hein. On a beaucoup d'iconographie dans ces jeux-là, et notamment celui-là, c'est un jeu un petit peu avec une mécanique un petit peu torturée, un petit peu, voilà, un petit peu alambiquée. Bon, ça, je suis pas vraiment d'accord. Tactique, stratégie, oui, ça c'est vrai. C'est des jeux avec des petits jeux avec beaucoup de matériel et un gameplay assez profond en général. Des tours rapides, parties courtes, ça dépend lesquelles, hein. Une grande rejouabilité, alors ça je suis bien d'accord. Et on a une petite boîte, voilà. Bon, comme d'habitude, hein, comme tous les jeux de la gamme Tiny Epic, hein, l'auteur c'est Scott Helms. Voilà, on a en illustrateur Nicoletta Vazzi, graphiste Benjamin Schulman, etc., etc. Voilà, c'est un jeu qui est distribué par Pixie Game. Et on a ici tout le matériel. Bref. Ensuite, sur les côtés, Tiny Epic Vikings, Tiny Epic Viking. Ah bah là, on n'a pas d'autres pubs pour d'autres jeux. Ah si, c'est dans la boîte. Je suis bête, c'est sur les bords de la boîte. Allez, on va ouvrir le couvercle. Déjà, sous le couvercle, comme d'habitude dans la gamme, on a une très belle illustration. Là, on voit un petit village et tout. On est de nuit, avec le drakkar sur la gauche. Oh, franchement, ça vend du rêve, hein. Très très joli. Ensuite, on a le petit livret. Alors, voyons voir ce que donne le livret de Tiny Epic Vikings. Ils appellent ça le guide du pillard. Ah oui, on va pas enfiler des perles. Là, on est d'accord. Au dos, comme d'habitude, un petit net de jeu qui récapitule toutes les icônes. On a combien? On a 23 pages. Vous voyez, c'est écrit très petit, hein. Faut pas croire, hein. C'est pas parce que les jeux c'est des petites boîtes que c'est des jeux très simples. La première, oui, ça c'est une première dans la gamme. On a un plateau recto verso en plus, suivant le nombre de joueurs. Voilà. Prologue. Dans les impitoyables îles runiques, les Vikings règnent en maîtres. Ces explorateurs déterminés naviguent au cœur des fjords glacés, établissent des colonies fertiles sur les escarpements rocheux et se battent pour la gloire de l'heure dans le... Ah oui, il y a une petite coquille là, à mon avis, c'est pour la gloire de leur dieu dans le sang et pour l'acier. Non, ça doit pas être ça en fait. Bon, bref. Seuls les dieux sont au-dessus d'eux. Et le rêve de chaque viking est de servir sa divinité dans l'au-delà, le Valhalla. Pardon. Dans Tiny Epic, voilà, ben ça on a vu sur l'arrière de la boîte après. Donc voilà. C'est complexe, hein, mine de rien, un jeu. Hein. T'imagines? C'est écrit vachement petit. Alors moi, j'utilise, pour découvrir un jeu, pour la mise en place, tout ça, j'utilise l'application Diced. Franchement, c'est excellent, Diced. Diced. Je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez, mais pour les Tiny Epic, ils y sont tous. Donc on a en temps direct, ça t'indique comment faire ta mise en place, tu as un tuto. Franchement, c'est une tuerie. J'aime beaucoup cette application. Vous voyez, là on a toute la gamme là, des Tiny Epic. Je crois qu'il y a même le Cthulhu. Le Cthulhu est là. Le Viking est ici. Franchement, c'est excellent, quoi.
Par contre, c'est tout en anglais. Je crois qu'il y a quelques jeux qui sont en français, mais pas tous. Vous voyez, là, on a un tutoriel et là, on a les règles. On a également Soundtrack and Scoring Tool. On a une bande son et puis un outil pour le score qui est fourni avec. Alors, tu as la version gratuite comme celle-là, où on a une pub une seule pub avant le début du tutoriel. Et puis, on a la version premium je pense qu'il doit te permettre de plus avoir de pub et t'offrir peut-être quelques outils supplémentaires. Donc là, j'appuie, par exemple, pour le tutoriel, ça télécharge le contenu. Donc voilà, tranquillement. En attendant, vous voyez, on a notre petite boîte pleine à craquer de matériel. On a des cartes, des pions, le plateau qui est ici. Hop. Ah, il est petit, je l'imaginais plus grand le plateau, tiens, c'est marrant. C'est vraiment un tout petit plateau. Ah oui, c'est minuscule. Ah, je l'imaginais carrément plus grand. Donc là, on a la face de 1 à 3 joueurs. Vous voyez. Donc les fjords, là, c'est tout ce qui est entre les îles. On peut voir un beau graphisme un peu à l'ancienne. Vous voyez, Diced. En version gratuite, on a une petite pub qui dure quelques secondes. On peut passer, voilà. Et puis là, du coup, ça te... On a la présentation du jeu avec une belle musique. Voilà, quoi. Après, on peut passer les étapes. Là, ça nous demande le nombre de joueurs. Et puis, voilà, on a juste à suivre étape par étape. Tac. Vous voyez, ça explique tout le matériel. Ça explique après la mise en place complète en mode un joueur quand on a choisi un joueur, en mode multijoueur quand on a choisi en mode multijoueur. Donc voilà, c'est super précis, c'est très bien fait. Et même sans parler anglais, franchement, ça peut être pas mal, ça peut être une bonne aide aussi quand même. Malgré le fait que ça soit en anglais, ça peut être une bonne aide. Donc je vais revenir un petit peu sur le plateau. Vous voyez, on a combien d'îles? On en a 6. On a 6 îles. On a de jolies illustrations. Ça fait vraiment un petit peu, ouais, carte ancienne. Avec les illustrations des monstres marins et tout. Là, là on a la queue d'une baleine. Là, c'est quoi ça? C'est un hippocampe? Non, c'est une sirène, ça. C'est une sirène. Hop. Bref, voilà, quoi. Le petit plateau central. Tac. Hop. Ensuite, on a des petites cartes. Voyons voir ces toutes petites cartes. C'est vraiment minuscule. C'est vraiment mini. Elles sont toutes petites. C'est rigolo. Tac. Et même, même ces petites cartes sont... Je sais pas si on va bien y voir, mais... Même ces petites cartes sont tressées. Toujours une belle impression de qualité dans la gamme. Et ensuite, on a un bon paquet de cartes. Par contre, ouais, impression de qualité, mais cartes quand même un peu légères parce que elles sont ça c'est fréquent dans la gamme. Les cartes ont tendance à gondoler. Ça, malheureusement, c'est parce que le grammage doit pas être assez important. Elles sont fines. Hein. C'est des cartes qui sont souvent très fines, malheureusement. Hop. Et là, on a toute une chier de personnages, j'ai l'impression. Vous voyez? Ah ouais, c'est tout des personnages, ça? Oh, mais il y en a combien? Ce truc de fou! C'est tout des personnages. C'est les Jarls. Il y en a une trentaine, là, au moins. C'est un truc de dingue. Avec des jolies illustrations. J'aime bien les couleurs qu'ils choisissent dans les illustrations de cette gamme. On a toujours de très belles couleurs, je trouve. Vous voyez? Sigrid. Elle a fière allure. Là, on a Ulf. À lui. Alors lui,
C'est un gros costaud, hein. Toc. Toi, un jeu ou d'âge. Je sais pas trop comment ils appellent ça dans cette époque de l'Europe du Nord. Björn. Toujours une très jolie illustration, quoi. Je vais pas tous les passer parce qu'il y en a pour des heures sinon. Donc finalement, le matériel, hein, il se résume donc à un gros paquet de cartes, un petit paquet de cartes, le plateau central. Là, on a des plateaux joueurs, je pense. Hop. Ah oui, on a des plateaux joueurs et puis des plateaux... ça, c'est les plateaux joueurs, normalement. Je crois, mais je suis pas sûr, parce que je connais pas encore bien le jeu. Et puis ça doit être les dieux, ça, normalement. Odin, le père de tous. C'est cool d'avoir ces jeux en français, quand même. Franchement... Frigg, déesse des prophéties. Regardez comme elle a fière sur son trône, là. Ça déchire. Thor, le dieu du tonnerre. Ah, c'est une mythologie que j'adore, moi, tout ce qui est viking, tout ça, Europe du Nord. Pouah. J'écoute d'ailleurs beaucoup de musique folklorique du Nord, d'Europe du Nord. Je suis fan d'une artiste qui est un peu connue, qui s'appelle Mircourt, je sais pas comment on dit, de son vrai nom Amalie Brune, qui était une ancienne mannequin, pardon, qui s'est après réorientée qui s'est lancée dans une carrière solo de métal et de musique folklorique nordique. Elle a sorti un album entièrement consacré à des vieilles chansons du folklore d'Europe du Nord, scandinave, voilà, je cherchais comme mot, et c'est une tuerie, quoi. C'est jamais, franchement, c'est d'une beauté, c'est incroyable, quoi. Sif, la déesse des moissons, avec ses beaux cheveux blonds. Ah là là, c'est trop joli. Njord, dieu des mers. Voilà, donc on a ce petit matériel finalement en carte, voilà, on a 3 sortes de cartes. Et par contre en pion, ben là on a ce gros sachet, il y a de quoi faire. Alors je sais pas si je vais trop tous les sortir, hein. Vous voyez là, je crois que ça c'est des runes avec un petit symbole runique. Vous remarquerez que les runes ont chacun leur forme, en plus d'avoir leur symbole. Là, on a un losange. Là, on a un genre voilà, de figure à 5 côtés, avec une sorte de C. On en a 3 différentes de runes. Et chaque rune, je crois, on va aller comment dire, on va attribuer une rune de chaque à un dieu, il me semble. Là, on a un petit pion. Alors ça doit être je sais pas, pour le score ou je sais pas. Là, on a plein de petits meeples avec des personnages. Ce jeu, en fait, c'est du contrôle de territoire, pose d'ouvrier en quelque sorte, hein. Voilà. Le but du jeu, D'ailleurs, le but du jeu pour gagner, c'est quoi? Oui, je m'en souviens plus. Victoire et défaite. C'est où? Aperçu du jeu. Conditions de victoire. Est-ce que c'est marqué quelque part? Ouais, on va piller des villages, on va coloniser des villages et des territoires, des îles. On va combattre, naviguer, évidemment. C'est un jeu qui est assez compliqué, hein, franchement. Alors en fait, la victoire, oui, c'est une victoire par points en fait. On va compter les points et puis voilà. Alors en mode solo, comment que ça se passe? Le mode solo, comment que ça se passe?
On va jouer contre une IA, hein, c'est pareil, hein, j'ai l'impression qu'on va... Les conditions de victoire, bah, c'est pareil pour le mode solo, c'est... Le mode solo, ça va être celui qui aura le plus grand nombre de points par rapport aux joueurs ennemis. Voilà. Alors, je suis pas sûr, hein. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble. Voilà. En tout cas, on a pareil, vous voyez, on a des petits personnages là qui sont ben là pour le coup pas séparés en 3 couleurs, on en a plus. Comme vous voyez, on a du jaune, du rouge, du vert, du bleu et du jaune. Hop, tac. On a les petits pions là, ça doit être en fait, ça doit correspondre au plateau des dieux là, j'imagine. Mais je suis vraiment pas sûr, hein. On a un par couleur de runes, donc c'est pour ça que je dis ça. Là, on a les petits villages, les petites maisons qu'on va installer sur les villages. Hop. Alors, c'est tout du bois, hein. C'est du bois peint. On n'a pas de plastique, hein, dans celui-ci, contrairement au Tiny Epic Mex ou Zombie ou Quest, vous savez, qui ont ces petits meeples avec ces petites armes en plastique qu'on peut enficher dedans. Là, non, on n'a pas de ça. Là, on a que du matériel en bois et puis des cartes en carton, le plateau. Là, c'est des jetons. Bon, je vais pas tout sortir. Là, je vais peut-être sortir un Drakkar quand même. Hop. Là, on a des... Là, c'est les grandes maisons des villages vikings. Je sais plus comment que ça s'appelle. Des Skald, je crois. Je suis pas sûr. Ouais, vous savez, on voit ça. Je sais pas si vous avez vu la série excellente Viking, qui est vraiment excellente. On a ça dans les villages, les grandes maisons comme ça, où ils font les banquets, tout ça, il me semble. Et donc là, on a un Drakkar. Tac. On en a plusieurs, évidemment. Alors ça, c'est un gros Drakkar, en fait. Alors, je sais pas ce qu'il a de différent, parce que là, on en a des petits. Vous voyez, ils sont beaucoup plus petits. Alors, je sais pas la différence dans le gameplay. Ça doit avoir une fonction, évidemment. Hop, une autre série aussi sur le mythe d'Europe du Nord, les dieux nordiques, tout ça que j'ai vu, c'était, je crois que c'est la série, elle s'appelle Ragnarok, je crois, ça se passe à notre époque dans une petite ville d'Europe du Nord, et c'est une série vraiment aussi incroyable. Il y a une ambiance dans cette série, ça se passe à notre époque, mais on ressent tellement bien la présence du mythe nordique, quoi, des dieux et tout ça. C'est une série vraiment que je conseille. Je sais pas si elle y est toujours sur Netflix. Je sais plus si je l'avais vue sur Netflix ou sur Prime Video, je sais plus. Donc voilà pour Tiny Epic Viking. Voici tout le matériel. Alors c'est marrant, les couleurs paraissent presque chi, en vrai elles le sont quand même beaucoup, hein, mais malgré tout, bah voilà, comme d'habitude dans la gamme, un très très beau matériel. Allez, on va passer au dernier jeu que j'ai reçu et qu'on va déballer ensemble. À tout de suite. Allez, on est parti pour le dernier jeu que j'ai reçu de la gamme Tiny Epic. Il s'agit de Tiny Epic Cthulhu. Les grands anciens nous attendent. Allez hop, c'est parti. Alors pareil, là c'était une bonne promo qu'il y avait sur ce jeu. Je l'ai pris plus pour la collection, à vrai dire, parce que et puis parce que j'adore l'univers de Lovecraft, évidemment. Mais je dois dire que les vidéos de partie que j'ai vues m'ont laissé un peu perplexe. Le jeu, je vois pas trop un peu. Enfin, c'est vraiment. Alors là, autant Tiny Epic Viking, c'est vrai que c'était un peu alambiqué au niveau du gameplay, mais alors là, Tiny Epic Toulouse, c'est encore plus. Je sais, je vais y jouer évidemment. Je vais quand même au moins essayer de faire 2-3 parties, mais je pense pas. Ça m'étonnerait que j'y joue souvent à celui-ci. Par contre, bah voilà, le matériel est. J'ai rien que la boîte, c'est magnifique, les illustrations, hein, franchement. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, le grand ancien.
au milieu des flots déchaînés. On a une petite lanterne, le phare. Ça, c'est Cthulhu, hein, celui-ci, hein, je crois, justement. Moi, celui que j'aime bien, parce que c'est le nom qui me fait délirer, c'est Yog-Sothoth. Yog-Sothoth ou Yog-Sothoth, je sais plus. Ouais, c'est une sorte de boule avec plein de yeux, là. C'est le nom, il m'a toujours accroché. Enfin bref, on s'en fout. C'est le deuxième jeu que j'ai dans l'univers de Lovecraft, puisque j'ai la boîte de base du Signe des Anciens aussi. Il faudrait que je rejoue, d'ailleurs, ça fait un moment que j'ai plus joué, mais j'ai pas d'extension, malheureusement. Le Signe des Anciens, c'est un jeu de placement de dés, quoi. On est dans le musée, puis on doit battre les horreurs, les cultistes, tout ça. Tiny Epic Cthulhu, donc, je disais. Alors, attendez, on va regarder le derrière de la boîte. Hop. Tiny Epic Cthulhu. Dans Tiny Epic Cthulhu, les joueurs incarnent des scientifiques, des enquêteurs et des historiens explorant le glacial petit village insulaire de New Arkamoor, au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre. Cette ville, normalement paisible, est en proie à la folie, et il semblerait qu'une ancienne prophétie soit sur le point de devenir réalité. Des créatures déambulent dans les rues, un mal ancien s'apprête à émerger des abysses. Les joueurs doivent parvenir tous ensemble à sceller les 6 portails avant que le grand ancien ne devienne trop puissant pour être vaincu. Malheureusement pour eux, l'île se remplit de mystères et de chaos alors que le grand ancien altère le temps et l'espace. Parviendrez-vous à traduire les pages du Necronomicon et sceller les portails à temps avant que la ville ne sombre dans la démence? Ah bah ça, voilà, à nouveau, là, qu'est-ce qui définit un jeu Tiny Epic, comme on a vu. Là, toujours, l'auteur, c'est encore une fois Scott Helms. On a aux illustrations Jan Rosenthaler, Suzy O'Connor. Voilà, quoi. Donc, on a toujours le même auteur dans cette gamme, mais pas toujours les mêmes illustrateurs. Je crois qu'au niveau des auteurs, il me semble qu'il y a des... c'est toujours Scott Helms, sauf pour certaines extensions, je crois. J'aurais dû regarder sur ma boîte de Tiny Epic Stories, d'ailleurs. Allez, hop, voyons voir qu'est-ce qu'il y a de beau. Donc, le livret. Tac. Bon, ben, comme d'habitude, hein, un livret Tiny Epic écrit très petit. Malheureusement. Mais bon, au moins, on a droit à un livret. C'est pas un dépliant à la con, hein, c'est déjà ça. Et derrière, non, même pas. C'est même pas une aide de jeu derrière. Si on a une iconographie. Alors, le niveau iconographie, là, le jeu est beaucoup moins chargé que Tiny Epic Dungeon, j'ai l'impression. Là, on a un énorme sac plein de meeples, de matériel. Alors, celui-là, je crois que c'est le plus gros sac que j'ai, hein, au niveau de tous les jeux Tiny Epic. Il est blindé de meeples en bois, un truc de fou. On va regarder ça. On va en sortir quelques-uns pour regarder. Là, on a une bestiole. Et là, bah, c'est lui, je crois, Yog-Sothoth, il me semble, Yog-Sothoth. Il me semble bien que c'est lui, justement. Un grand ancien. Là, on a Cthulhu, un grand ancien. Ouais, ils sont gros, les meeples des grands anciens. Comparé des petits monstres, là. Là, on a des... Je crois que ça, c'est des... comment que ça s'appelle? Des tentacules. On en a de plusieurs couleurs. C'est un jeu de ressources, hein, une gestion de ressources aussi, hein, là-dessus. On a les ressources, c'est ça, c'est les petits tentacules qui est de différentes couleurs. Là, ça, c'est quoi? C'est un cultiste, ça, non? Je sais pas si on arrive bien à voir, à se rendre compte. Bref, voilà. Ah là là, tout le matériel qu'il y a, là, on en a des tentacules violets, on en a des verts, on en a des bleus. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Là, on a les pages à traduire du Necronomicon. Et puis voilà, hein, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, encore un grand ancien. On en a combien de grands anciens, d'ailleurs? Là, on en a 3. On en a
4. On en a... Ouais, allez hop, je sors tout, tant pis. On en a 4, on a 4 grands anciens. Du coup... Oh là 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 là, tout le matériel. Après, à trier et tout, ça va être long, hein, par contre. On a même des petits tentacules noirs aussi. Là, c'est quoi? Ça, c'est des petits monstres, bien énervés. On en a plusieurs, des comme ça. Là, ça doit être des cultistes, j'imagine. Enfin, je me trompe peut-être, hein, après. À moins que ça soit nos personnages. On a celui-là qui est pas mal aussi, de petits monstres. Donc voilà, quoi. Voilà tout le matériel. Au niveau des meeples, des jetons, tout ça, c'est tout réuni dans un seul sac, dans un seul gros sachet. Alors voilà, pour trier tout ça, après, bonjour. Hein. Mais le matériel est magnifique. Hein. Voilà, c'est encore une fois, c'est tout du bois qui est peint avec une sérigraphie dessus. Hop, c'est toujours dans la gamme, hein, des jeux vraiment une édition magnifique. Hop, je vais finir de ranger tout ça. Alors ce jeu, les parties que j'en ai vues, ça m'a pas donné trop envie de jouer par contre. Peut-être qu'en y jouant moi-même, ça sera plus intéressant. J'accrocherai plus que ce que j'ai vu en vidéo. Peut-être. Il y a aussi une ou deux extensions qui sont sorties en même temps que le jeu, je crois. Alors, je pense pas les acheter, à moins que j'accroche finalement beaucoup au jeu, je sais pas. Bon, on a un sacré sachet de pions meeple. Ah, j'ai oublié de rajouter les grands anciens dedans. Hop. On a 4 grands anciens, donc. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, c'est un jeu où on va avoir un sachet. Alors, il est joli, ce petit sachet en tissu, avec le marqué Tiny Epic Toulouse. Avec sa petite ficelle, là. Ah, c'est joli, hein, franchement. Alors, dedans, je sais pas c'est quoi qu'on met dedans. Ça va être les tentacules, j'imagine, vu que c'est ce qu'on a le plus en nombre. On a 3 petits dés. Je vais voir ce qu'ils valent par rapport aux dés de Tiny Epic Dungeon, par exemple, niveau qualité. Bon, c'est des jolis petits dés marbrés avec... alors, c'est pas de l'imprimé, c'est gravé, carrément, donc c'est cool. 3 gemmes, ils sont un peu petits, c'est dommage, par contre, mais sinon, ils sont sympas. Voilà, pour les dés. Ensuite, qu'est-ce que l'on va trouver? Le fameux plateau. Alors ça, c'est très ludique, ça. On a un plateau central avec au milieu une aiguille sous forme de gros tentacules. On va venir tac ici. Et vous voyez, ça va déterminer les actions que l'on va pouvoir faire. Alors sur le côté visuel, ça marche à fond. Moi, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, hein, ça me fait penser aux flippers des années 90, où on avait ce genre de truc un peu spécial avec des couleurs bien vives comme ça. Ça fait très années 90, je trouve, ce matériel. Par contre, ce qui me semble un peu... autant visuellement, c'est chouette, autant à jouer, je suis pas convaincu, quoi. J'ai l'impression que tu vas avoir tendance à toujours... ah non, là, je suis arrivé dans un angle différent. J'ai peur, en fait, qu'on finisse toujours sur les mêmes actions, quoi, que le truc, il s'arrête toujours sur les mêmes cases. Ouais. Bon, à voir. Ensuite, on a un petit paquet de cartes. Des toutes petites cartes, comme dans Tiny Epic Viking. Ok. Ça, c'est les conditions pour traduire... non, je sais plus. Ou à moins que ça soit des récompenses quand on traduit le Necronomicon, je ne sais plus. Donc pareil, hein, une petite carte tressée avec un petit line-up finish, comme on dit. Des cartes qui... celles-là, elles ont pas gondolé, par contre. Cool. Ensuite... on a des plateaux. On a Cthulhu, le fameux Cthulhu. On a Nyarlathotep.
Et mon préféré, Yog-Sothoth. Mon préféré parce que le nom, je sais pas pourquoi il m'accroche. Yog-Sothoth, je l'ai en tête après, je le répète sans arrêt dans ma tête. À mon avis, il doit me hanter, ce grand ancien, là. Il a pris possession de mon âme. On a Yig. Voilà, les 4 grands anciens qu'on a vus, qui sont représentés par des gros meeples en bois. Plateau Shambler. Ça va être pour mettre les... Là, on a les 3 sortes de tentacules. Et puis des petits monstres. On a un plateau de défausse avec une jolie illustration. On voit des vieilles tombes là, un peu écroulées au milieu d'un champ, là, avec de l'herbe. Les cartes de détective, là on en a pas mal quand même, c'est les personnages qu'on va jouer. On a le détective, donc je disais, avec chacun leurs compétences spécifiques. Ah oui, les meeples, donc ça c'était les meeples des aventuriers, d'accord. On a un détective, on a une inspectrice, on a une historienne, on a un scientifique, un prêtre et un médecin de peste. Bon, ça se passe, j'imagine, dans les années 20, donc les médecins de peste, ça faisait longtemps que les médecins, ils étaient plus attifés comme ça. Hein. Voilà, donc toujours de très belles illustrations. Quoi. Magnifique carte, très très belles illustrations. Et enfin, on a ça, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui compose la ville. Alors, c'est dommage. C'est ce qui va attendez, où est le truc? Voilà, ça, je vais y mettre de côté. C'est avec ça qu'on va construire notre ville. Vous voyez, on met ça tout autour. Et c'est là-dessus que nos personnages vont... c'est dans ces différents quartiers de la ville que nos personnages vont déambuler. Alors, ce qui est un peu décevant, c'est que c'est hyper fin. C'est dommage qu'on n'ait pas un carton plus épais quand même. On a de belles illustrations une fois de plus. Par contre, ouais, c'est super fin. Ça, c'est vraiment dommage. Là, je suis déçu là-dessus. Qu'est-ce qu'on trouve? Là, on a un magasin. Au dos, on a un magasin aussi. Alors, je sais pas si c'est suivant le nombre de joueurs. Parce que je sais pas. C'est pas les mêmes actions suivant le recto ou le verso. On a un magasin, donc ici on a un parc, on a un vieux parc avec son petit pont là en bois. On a un chat noir, là, je sais pas si vous arrivez à voir, avec ses yeux qui brillent. Une forêt qui fait un peu peur derrière. Magnifique. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une auberge. Ici, on a... Est-ce qu'on a une bibliothèque? Bah oui, on a la bibliothèque. Hop, j'ai coupé parce qu'il y avait un gamin en mobilette qui fait du bruit. Bibliothèque avec ses petits escaliers en bois. C'est quoi? C'est des chauves-souris, ça? Ou c'est des corbeaux? Bon, bien inquiétante, la bibliothèque, quoi. Et enfin, dernier quartier, c'est le musée, évidemment. Ça va avec. Il y a toujours un musée dans les jeux de Cthulhu. Pareil, bien inquiétant. Voilà, donc là, c'est la zone de jeu principale. On a nos petits personnages qui vont devoir aller sur chaque quartier, faire leurs actions. Et j'ai pas vu où était le... Ah, il est là. Le Necronomicon. Vous voyez, on va falloir remplir toutes les cases. C'est des pages de traduction. Et une fois qu'on a fait ça, c'est la première phase du jeu. Une fois qu'on a fait ça, on va devoir sceller les portails Sceller les portails ici, vous voyez. On a 6 portails, je crois. Bon, je sais pas exactement comment ça se joue, mais ça, c'est la deuxième phase du jeu qui se passe là-dessus, je crois. Donc, voilà. Donc, ben, voilà pour le matériel de Tiny Epic Cthulhu, hein. Un petit peu moins de matériel niveau carte. Par contre,
On a un sac énorme de pions et de meeple. C'est le plus gros sac que j'ai, je crois, de tous les Tiny Epic que j'ai. Donc voilà, quoi. Donc c'est un jeu que je sais pas quand c'est que je vais m'y mettre. C'est pas pour tout de suite parce que j'ai plein d'autres jeux à jouer et à découvrir avant. En tout cas, ça complétera ma petite collection de Tiny Epic. Ça m'en fait 6 maintenant. Dans les prochains jeux Tiny Epic que j'aimerais avoir, en priorité, il y aurait le Quest, le Tactique aussi, qui me fait très envie. Ensuite, qu'est-ce qui me manque? Le Pirate me fait moins envie, parce que, de ce que j'ai vu niveau partie, ça a l'air un peu galère à gérer au niveau de l'automa. Et puis, enfin, qu'est-ce qu'il me manquerait? Il y a le Dinosaure aussi, pourquoi pas, qui me semble un peu plus familial, je crois. Et c'est un jeu de gestion de parc de dinosaures. Là, je crois qu'avec on fait des contrats et tout, c'est un jeu qui est intéressant, qui pourrait être pas mal. Le Crime ne m'intéresse pas du tout. Tiny Epic Crime, mais bon, je l'achèterai s'il est en promo pour la collecte. Et puis malheureusement, il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est le Game of Thrones, mais il n'est pas en français. Ça va être une histoire de copyright, j'imagine, de droits qu'ils n'ont pas pour la France. Et il y en a un qui doit sortir, c'est Tiny Epic Invincible. Je crois que c'est avec des super-héros, mais celui-là, il ne m'intéresse pas du tout non plus. Il y a le Tiny Epic Kingdom, le premier qui était sorti, qui existe aussi qu'en anglais, qui m'intéresserait. Celui-là, j'aimerais bien l'avoir aussi, peut-être que je me le prendrai. Et puis, qu'est-ce que je loupe en Tiny Epic? Je crois que je les ai tous passés en revue. Voilà, après dans les Tiny Epic que j'aimerais bien voir, c'est un Tiny Epic de course de voiture ou de moto ou de Herber, ou alors un Tiny Epic de course façon Mario Kart, ça pourrait être pas mal. Je suis sûr qu'il pourrait faire un truc super bien. J'aimerais bien aussi avoir un Tiny Epic Galaxy, mais plus exploration, vous savez, peut-être avec un plateau où on se déplace un peu. Ouais, ça pourrait être sympa. Donc voilà, quoi. Et ben voilà, c'est fini pour cette longue vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, je vais vous dire bonjour chez vous. Ciao, ciao!